un enfant si je veux, quand je veux. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes qui sont inspirantes et captivantes. Aujourd'hui, c'est Tsipora que je vous invite à découvrir. Hello Tsipora. Salut Mélissa. Comment tu vas ? Ça va et toi ? En tout cas, moi je vais bien et je te remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi, quel honneur. C'est partagé en tout cas. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors je m'appelle Tsipora, j'ai 30 ans. Et donc dans la vraie vie, je travaille comme tout le monde, donc j'ai un vrai boulot et je suis consultante en transformation digitale. Donc j'accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Et depuis janvier, j'ai créé un petit podcast qui s'appelle Tant que je serai noire. Et du coup, j'interroge des femmes noires exclusivement sur leur désir ou non-désir de maternité. D'accord. Ok, donc là, tu es directement rentrée dans le vif du sujet et tout. Avant de rentrer vraiment vraiment dans le fin fond de ton activité, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. On parle un peu de la petite Tsipora. Quel genre de petite fille tu étais ? Waouh. Donc du coup, moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Donc on est 5, j'ai donc 3 sœurs. Enfin, on est 3 sœurs et j'ai 2 petits frères. Les garçons sont les derniers. J'ai 15 ans de différence avec le dernier, donc je suis vraiment la yaya. Voilà. Ah ouais. Je confirme. Et du coup, le dernier est encore à la maison, il me voit de loin. Donc s'il me voit là à la télé, il va dire « Ah là là, mais ma grande sœur, elle est à la télé !» Donc il y a vraiment cette distance. Donc moi, je suis née, j'ai grandi en Haute-Savoie. Donc je ne suis pas du tout parisienne. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur Paris. Je découvre la vie parisienne. Donc mon enfance à moi, elle était très studieuse. Moi, j'étais le genre d'élève super discrète. Et je suis encore très discrète d'ailleurs. Mais plutôt discrète et très famille. Je pense que le rôle d'aîné, je l'ai vraiment porté à bras-le-corps. Enfin, mes parents ont vraiment joué sur ça parce que du coup, on était dans un petit bled, donc il fallait être soudés. J'avais pas énormément de personnes, on va dire, noires autour de moi. Donc du coup, c'était vraiment la famille qui était centrale. Et puis, la réussite scolaire était très importante pour mon père parce que du coup, il se disait, j'ai pas fait tout ça, je me suis pas retrouvée en Haute-Savoie dans un coin perdu pour que mes enfants ne réussissent pas à l'école. Donc enfance très studieuse, très familiale. Et puis très verte aussi parce que la Haute-Savoie, c'est une belle région. Il y a des montagnes, il y a des lacs et du coup on a passé beaucoup de vacances à faire des barbecues au lac et du coup c'est toujours drôle en fait parce que je me mets à la place des blancs qui nous voyaient arriver à la plage. Mais tu sais, mais ce que tu viens de dire, ça me rappelle trop, je sais pas si tu as vu le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Oui, c'est ça. Ça me rappelle, mais là tu es en train de me dresser le tableau c'est de cette famille. Du coup, c'était un peu nous, la famille. Bon, mon père n'était pas médecin, mais voilà, c'est un peu ce truc de... on essaye de vivre notre vie. Et autour de nous, tu as un peu des gens qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là genre, on dérange. Alors que mon père était là, écoutez, moi, je paye mes impôts, je suis français maintenant, mes enfants le sont aussi. Du coup, on fera les activités comme tout le monde. Donc voilà, enfance assez verte, studieuse et familiale. D'accord, ok. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as créé justement en janvier 2020 un podcast, Tant que je serai noire. Oui. C'est un podcast qui est dédié au désir et au non-désir de maternité, notamment chez les femmes noires. Tu donnes la parole en fait aux femmes qui veulent avoir des enfants et celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. C'est ça. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un peu plus de cette initiative. Est-ce que ça fait écho à un choix de vie que tu as fait ? Pourquoi tu t'es lancée ? Essaie de nous en parler un peu plus, s'il te plaît. Alors, le podcast, il est né de ma vie à moi. Je pense que c'est souvent le cas. Il y a toujours une histoire. Et moi, en fait, depuis petite,
J'ai jamais voulu avoir d'enfant. Et c'est quelque chose que je criais, je disais à ma mère, elle me disait arrête, tu vas te porter l'œil et tu vas justement terminer sans enfant si tu continues à le dire. Et je disais non mais c'est pas, je rigole pas en fait, je ne veux pas d'enfant et ça changera pas. Et ça a toujours pas changé, j'ai 30 ans, je veux toujours pas d'enfant. Et en fait, j'ai commencé à chercher autour de moi des femmes qui me ressemblaient, des femmes noires qui n'en voulaient pas d'enfants, et j'en trouvais pas. Au début, je me suis dit, bon, bah, voilà, t'habites en Haute-Savoie, c'est normal, il n'y a pas grand monde. Après, je suis venue sur Paris, c'était pareil. Et du coup, bah, j'ai regardé, il y avait beaucoup de personnes aux États-Unis, tu vois, des Afro-Américaines. Et je me disais, mais attends, c'est pas normal. Enfin, il doit y avoir des femmes qui n'osent tout simplement pas en parler. Et après, en faisant des recherches, en fait, j'ai décidé de m'ouvrir et pas parler que du non-désir, mais vraiment de cette notion de désir, en fait. Comment est-ce qu'une femme, elle décide du jour au lendemain à devenir maman ou pas? Et du coup, j'ai voulu confronter. J'ai voulu avoir un espace où toutes les deux, enfin, une femme qui veut ou qui ne veut pas d'enfant, puissent discuter. Et du coup, bah, quand j'interviewe des femmes qui ont des enfants ou qui veulent devenir maman, bah, je me rends compte qu'on a plein de points communs. En fait, il y a vraiment cette volonté de démystifier la chose et de dire qu'au final, c'est qu'un choix. Et c'est pas parce qu'on fait tel ou tel choix que c'est un bon ou mauvais choix. Donc voilà, c'est parti de cette idée-là, en fait. Et je me suis dit, bah, Paris est propice aux rencontres. Donc c'est le moment, quoi. Et le podcast, je pense que c'est un format qui est génial. Les gens, ils se livrent facilement. Et je confirme parce que c'est... Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec ton initiative, c'est que souvent dans le monde dans lequel on vit, dans la société, on pense que souvent, quand on ne parle pas d'une chose, que ça n'existe pas. C'est ça. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ta démarche, c'est que tu parles de ces choses-là. Parce qu'on peut ne pas être d'accord ou être d'accord avec... ton initiative, ça c'est encore une autre chose, mais le fait de lever le voile là-dessus, en tout cas ça permet en tout cas que ce soit aux femmes qui veulent avoir des enfants, aux femmes qui ne veulent pas en avoir et à toutes les personnes autour, vraiment de comprendre en fait tout le mécanisme qu'il y a derrière, toute la démarche qu'il y a derrière, et je trouve que c'est vraiment important parce que je suis convaincue d'une chose, que c'est l'ignorance en fait qui fait que les gens deviennent méchants. Et le fait de savoir justement tout le processus qu'il y a derrière, le désir de maternité et le non-désir, je trouve que c'est vraiment génial. Merci. Et en parlant justement d'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes, ils pensent souvent que le non-désir de maternité, ça résulte d'un traumatisme ou de raisons économiques, parce que voilà, j'ai pas encore les sous, donc je veux retarder la maternité. Ou souvent, les gens pensent que les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est parce que c'est par ego, entre guillemets, qu'ils veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils veulent se réaliser, ce genre de choses. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet inconscient-là? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que c'est très réducteur. Et encore une fois, tu l'as très bien dit, vu qu'on n'en parle pas, on essaye de s'imaginer des raisons et on simplifie au max, quoi. Enfin, et en fait, déjà, je trouve que même quand on fait des recherches, tu vois, en sociaux ou en psycho, on se rend compte que le non-désir de maternité, c'est un truc qui n'est pas encore beaucoup abordé. En fait, on va tout de suite se dire elle n'a pas d'enfant, donc c'est qu'elle ne peut pas. Donc elle est infertile et du coup elle a cette incapacité à faire des enfants, mais jamais on se dit en fait elle veut tout simplement pas, en fait, et sans qu'il y ait de raison. Et moi c'est ça que j'essaye de montrer, c'est qu'il n'y a pas forcément une raison particulière, c'est juste une volonté ou un choix, en fait. L'aspect psychologique est souvent montré. Souvent, on voit que la femme qui n'a pas d'enfant, elle est triste, elle est en dépression, elle est au bout de sa vie, quoi. Enfin, c'est très caricatural. C'est souvent. ça, exactement. Et qu'elle n'est pas accomplie. Tu vois, il y a cette notion, est-ce que si j'ai pas d'enfant, je ne suis pas une femme ? Et ça, je trouve ça super violent, en fait, parce que je trouve qu'on est deux femmes ici. Je sais pas quel est ton désir ou non-désir, mais voilà, on est deux femmes. Et c'est pas parce que l'une a un enfant ou qu'elle veut en avoir qu'elle est moins femme que l'autre. Et c'est ça que j'essaye de montrer. Et ouais, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Après, il y a des femmes qui sont certes en dépression et qui sont mamans aussi. Hein. Enfin, bien sûr. Et moi, je dirais conseil à toute femme, avant de devenir maman ou avant de penser à la chose, d'aller voir une psy. Parce que la parentalité, c'est quelque chose, en fait.
Je sais pas, quand on adopte un enfant, ben, on a une batterie de choses à remplir, de critères à remplir. On doit voir un psy. Enfin, quand on fait un parcours de PMA, on doit voir un psy. Quand on fait un dodo-ovocyte, on doit faire un psy. Et je me dis, bah, quand on devient parent naturellement, ben, il se passe rien, en fait. On demande pas aux gens est-ce qu'ils sont prêts à devenir parents. Et moi, j'aimerais aussi inverser le truc. Certes, on demande aux femmes qui veulent pas d'enfants pourquoi, mais on demande rarement à celles qui veulent devenir maman pourquoi elles veulent devenir maman ou pourquoi les gens veulent devenir parents, voilà, de manière générale. Tout à fait. En plus, ce que tu dis, c'est tellement profond parce que moi, ce que j'apprécie, c'est le fait que tu marques le point sur le fait qu'il faut questionner, en fait, les raisons de nos volontés, en fait. Tu vois, et souvent, c'est vrai qu'on vit dans un monde où on fait les choses parce que, voilà, il faut les faire, entre guillemets. C'est ça. Il n'y a jamais ce processus-là de réflexion derrière. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait également que quand on ne se prépare pas à la parentalité, quand on ne se prépare pas justement à la maternité, bah, on fait des enfants, certes, mais... Voilà, on est de simples géniteurs malheureusement, mais on ne sait pas justement leur inculquer ce dont ils ont besoin parce que nous-mêmes, on ne s'est pas préparé en amont. C'est ça, ouais. C'est exactement ça et je pense que ben, c'est une autre vie. Enfin, je veux dire, devenir parent, même mère, tu vois, il y a un terme qu'on appelle la matrescence. C'est quand la femme sort de l'adolescence et devient mère, en fait. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'en parle pas. On se dit que tout le monde va avoir son instinct maternel et du coup va justement assurer et qu'il y a une force invisible qui va l'aider à devenir maman. Certes, c'est vrai, hein, je pense que nos mamans, elles n'ont pas eu à réfléchir et pourtant on est là, on fait des belles choses et tout. Mais je pense qu'il y a un process, derrière et il faut arrêter de romantiser la chose en mode c'est magnifique, c'est génial, tout est beau, tout est rose. Et on est dans une époque où les femmes osent dire la vérité en fait. Que avoir un enfant, il y a le postpartum, il y a pas mal de choses et je suis contente de faire partie de cette génération de femmes qui lèvent le voile sur ces sujets. Ouais. Tout à fait, et c'est juste incroyable ce que tu fais et on a besoin justement de ce genre d'initiative. Et en plus de ça, la société et même au sein de nos familles, ils ont souvent un regard négatif sur les couples sans enfants. Est-ce que toi-même, ça a été ton cas ? Est-ce que ta famille, tout à l'heure, tu faisais allusion justement à ta maman, est-ce que ça a été le cas également pour toi et pour toutes les femmes que tu reçois, est-ce qu'elles te font part également du regard un peu négatif que la société a sur leur choix ? Oui, malheureusement, c'est plutôt de la négativité qui ressort quand on annonce qu'on ne veut pas d'enfant. Et je pense que seules les personnes qui prennent le temps de réfléchir ou qui sont un peu plus empathiques vont se mettre aussi à la place des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Et moi, dans mon cas, mon père, il est en mode vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Et puis limite, lui, si j'avais pas rencontré quelqu'un et que j'étais une célibataire, il serait refait, quoi. Donc du coup, quand je lui dis que je veux pas d'enfants, il me dit c'est pas grave, tes frères et sœurs, peut-être eux auront des enfants, j'aurai des petits-enfants autrement. Et ma mère, elle, au contraire, je suis l'aînée. Donc, c'est toi qui dois ouvrir la voie. C'est ça, voilà. Je montre l'exemple, quoi. Et elle se dit, mais là, t'es en train de leur montrer le mauvais exemple, c'est pas bon. Du coup, est-ce que moi, je lui dis, mais attends, on est 5. Donc, sur les 5, t'auras bien quelqu'un qui va faire un enfant. Donc, t'inquiète pas. Non, si toi tu montres le mauvais chemin, les autres vont suivre, du coup je vais me retrouver toute seule. Et je suis là, mais en fait, on fait pas des enfants pour nos parents, tu vois. Et je pense qu'il y a un gap générationnel déjà sur cette notion de faire famille. Je pense que nos parents, eux, ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est à couler de source, tu vois, de faire des enfants. Tu arrives dans un autre pays, en plus. Je pense qu'il y a cette notion de faut que je m'ancre, en fait. J'ai été déracinée entre guillemets, j'arrive dans un nouveau pays, il faut que je fasse une famille pour me sentir entourée et tout ça. Et nous, en fait, on est nés ici, donc on a déjà nos repères, notre famille, elle est là. Et je pense que cette question de est-ce que je veux perpétuer la famille, elle se pose un peu moins. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses à déconstruire et si j'ai un conseil à donner aux gens, avant de juger en fait le choix des personnes, prenez le temps de la connaître.
Et puis, même au-delà de ça, respecter, en fait, tout simplement le choix de chacun. Parce que ça peut être douloureux, hein, parce qu'il y a des gens, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu n'as pas d'enfant, moi, c'est horrible, parce que moi, c'est parce que je ne veux pas, mais il y en a, c'est qu'elles ne peuvent pas, en fait. Et quand tu leur poses cette question, bah, c'est violent, parce que tu repenses au fait que tu galères depuis des années à ne pas avoir d'enfant. Enfin, arrêtons de poser cette question qui paraît anodine, mais qui, pour moi, est lourde. C'est super intime, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte. Et je pense que dans nos communautés, le ventre des femmes, c'est propriété publique, quoi. C'est... Toi, il faut que tu aies tant d'enfants, il faut que tu aies un garçon et une fille. Enfin, voilà, c'est très, très injonction. Et moi, j'espère que demain, les jeunes filles, elles n'auront pas à se heurter à ça, en fait. Que quand elles viennent, parce que moi j'ai une invitée qui est très jeune et qui me dit moi c'est parce que je suis jeune et en plus bisexuelle qu'on me dit que je ne veux pas d'enfant. En gros, je suis perdue, quoi. Et je suis là, mais en fait, respecter le choix des gens. Enfin, il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Chacun a sa vie, chacun a son histoire, son ressenti, chacun a ses volontés. Donc, respecter le choix des gens. Totalement. Et en parlant de choix, dans l'inconscient collectif afro, j'ai l'impression en fait qu'on considère souvent que les femmes qui n'ont pas d'enfants, comme tu l'as mentionné, n'ont pas de valeur. Et j'ai même remarqué que les femmes dans l'inconscient collectif de notre communauté, les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles n'existent pas socialement. C'est-à-dire que voilà, on les définit et elles-mêmes ont tendance à se définir uniquement selon leur statut matrimonial ou le fait qu'elles aient eu des enfants ou pas. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait qu'on repense peut-être la façon dont on se définit nous-mêmes, c'est-à-dire nous définir d'abord en tant que personne déjà, être humain, avant ensuite d'aborder ce genre de choses. C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que c'est pour ça que je parlais du test de parentalité, de voir un psy avant de devenir parent ou quand on réfléchit à ça, parce que je pense que beaucoup deviennent parents comme ça, en fait. Ils n'ont pas le temps de se découvrir. Enfin, moi, c'est qu'aujourd'hui, à 30 ans, en fait, que je kiffe ma life, que je fais des choses que j'aime et que je sais ce que je veux. Avant ça, on est dans ses études. Souvent, on fait des études parce que nos parents nous ont dit d'en faire, ou souvent, on commence à bosser parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, on n'a jamais le temps de vraiment s'asseoir et se dire, voilà, aujourd'hui, moi, je suis qui ? Qu'est-ce que je veux ? Et comment je veux me définir, en fait ? Et souvent, cette période de connaissance de soi, elle passe à la trappe parce qu'on devient parent, ou on se marie, ou on se met avec quelqu'un. Et même sans être... moi aussi, je suis en couple depuis maintenant 7 ans. Et des fois, je dis à mon copain, mais en fait, j'ai pas eu le temps de me découvrir, en fait. J'ai été faire mes études, boum, après je t'ai rencontré, on s'est mis ensemble et là j'ai 30 ans et je me dis mais en fait j'ai pas eu ces moments quand j'entends la vie des gens, ouais j'ai fait les 400 coups, nanana. Je suis là mais moi j'étais pas là. Du coup, je me dis, mais heureusement que là, j'ai pas d'enfant parce que c'est aujourd'hui que je commence à me découvrir, à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Et je pense qu'il est super important de se centrer un peu sur soi. C'est pas égoïste, hein. Franchement, je pense que même vos enfants vous remercieront dans le futur parce que vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous voulez, qui vous êtes et quelles valeurs vous voulez aussi inculquer à vos enfants, quel type de transmission vous voulez avoir. Donc je pense que c'est royal, c'est super intéressant. Totalement, et je pense que ça éviterait même à certains futurs parents d'être moins frustrés. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, qui se sont mis en couple, qui ont eu des enfants, mais sans avoir cette période-là de découverte de soi, qui pour moi est vitale. Et cette période de découverte, je pense que c'est ce qui permet aussi, justement, comme tu l'as dit, de savoir qui on est. Et ensuite d'apprécier aussi l'étape suivante, en fait. L'étape où, maintenant, tu sais que tu as eu cette période-là pour toi. Maintenant, tu as cette période-là pour ta famille, pour tes enfants. Et ce que je constate souvent, c'est que souvent, les gens, ils ont reçu des pressions. Oui, il faut te marier, il faut avoir des enfants tout de suite. Tu le fais, ce qui est une bonne chose. Il n'y a rien de mal à se marier, à avoir des enfants. Mais après, tu te dis, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Et du coup, tu t'es frustré, en fait. C'est ça. Donc, je pense que c'est une très belle période. Et honnêtement...
pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que je leur souhaiterais de kiffer leur vie, de kiffer leur vie pour pouvoir mieux la kiffer ensuite. Et je voulais te poser également une question. Est-ce que le fait de ne pas vouloir d'enfant, est-ce que ça t'a été préjudiciable dans tes relations amoureuses? Et qu'est-ce que tu dirais aux hommes et aux femmes qui veulent se mettre en couple mais qui ne veulent pas avoir d'enfant? Alors moi, j'ai entre guillemets la chance. J'aime pas dire le mot chance parce que voilà, on choisit tout. Hein. Mais moi, déjà d'entrée de jeu, à chaque fois, j'ai pas eu non plus 100 000 cas. mais d'entrée de jeu, je leur disais que moi, faire famille, c'était pas forcément avec des enfants. Et j'ai la chance que mon compagnon actuel, lui... on était un peu sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est plus les autres qui mettent la pression, genre la belle famille, la famille, que nous-mêmes, en fait. Donc, ouais, après, le conseil que je pourrais donner à des personnes qui... c'est d'être soi-même, en fait. Vaut mieux être seul. Je sais que c'est horrible, mais vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui va vous mettre la pression à devenir maman, une chose que vous ne ressentez pas, en fait. Et pensez aussi aux enfants. Enfin, mettez-vous à la place d'un enfant qui se retrouve dans un foyer où il ne se sent pas à sa place parce que du coup, il a été conçu par la pression, etc. Enfin, c'est lourd, en fait. Je pense que réfléchir, prendre un peu de recul, se dire, est-ce que vaut mieux que je reste seule un petit moment, le temps de trouver la bonne personne, ou est-ce que je me mets quand même dans le truc et j'apprendrai au fil de l'eau à devenir maman? Moi, je pense que si on fait on regarde les deux côtés, on se dit, non, en fait... pensons à l'enfant, et je pense que c'est moins égoïste de se dire je préfère ne pas en avoir que de faire souffrir un enfant juste parce qu'on m'a poussé à le faire, en fait. Donc le conseil, c'est penser à vous. Ça peut paraître égoïste, mais à long terme, ça ne l'est pas, en fait. Et puis prenez le temps de trouver la bonne personne. Hein. Je sais que le célibat, c'est un autre sujet et que beaucoup de femmes vont peut-être me dire « Ouais, mais bon, c'est facile, toi, tu as trouvé quelqu'un, gna gna gna. » Mais après, c'est un choix. Enfin, moi, je sais que j'ai des convictions et je n'aurais pas pu me mettre avec quelqu'un qui demande à ce que je devienne mère, en fait. En fait, c'est vivre en mode schizophrène et ça, je peux pas. Ouais, totalement. Et honnêtement, je trouve que c'est louable, en fait. Parce que, en fait, tous tes choix, en fait, sont conscients, sont réfléchis. C'est pas des choix subis ou des choix que tu fais en claquant des doigts. C'est vraiment conscient et honnêtement, on peut que saluer, en tout cas, tes choix. Et il y a une question que j'aimerais te poser, mais je pense que plusieurs personnes te l'ont posée. Mais je vais la poser, en tout cas, au nom de toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu n'as pas peur, à un instant T de ta vie, de regretter ton choix de non-maternité? Ouais, ça, c'est la question. Ouais. Ça, c'est deux questions. J'étais obligée de te la reposer. Mais tu vas regretter. Non, mais... J'entends ma mère, là. mais c'est une très bonne question. Alors, moi, je pense que... comme tu l'as dit, si c'est un choix qui est réfléchi, qui est conscient, il n'y a pas de regret à avoir. Parce que je pense que la personne, la Tsipora dans 10-15 ans, elle aura cette intelligence de se dire, en fait, c'est un choix réfléchi. Tu te connais, tu es la meilleure personne à te connaître. Et puis je me dis, en fait, parce que moi, le seul regret que je pourrais avoir, c'est de se dire, j'ai pas assez transmis. Tu vois, moi j'aime beaucoup partager, je suis très curieuse quand je découvre un truc que j'aime bien, tu vois, même avec mes frères et sœurs, des fois ils sont là, mais tu saoules, enfin on s'en fout. Tu joues bien ton rôle de yaya en tout cas. Mais du coup voilà, la transmission est là, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre désir de transmettre et désir de devenir parent. Je pense que tu peux transmettre à travers des projets, à travers des structures, à travers plein de choses, en écrivant des livres, en faisant des films. Enfin, il y a pas mal de moyens de le faire, de laisser sa trace, en fait. Donc moi, je pense que si j'arrive à transmettre, à laisser ma trace, je pense que quand j'aurai 60 ans, je regretterai rien, en fait. Et puis, je pense qu'il n'y a pas à regretter parce qu'on est souvent dans des familles où on est beaucoup, enfin, on a nos cousins, on a nos neveux, nos nièces, et je pense qu'on peut avoir un rôle de parentalité sans être parent, en fait. Donc je pense que le regret, il peut pas être là.
Parce qu'on pourra toujours s'occuper d'autrui. Si c'est ça la question, si c'est la peur d'être tout seul, la peur de ne pas transmettre, la peur de ne pas être là pour des enfants ou les enfants de ses frères et sœurs, je pense qu'à un moment donné, on peut le faire sans être parent. Donc, moi, je pense que s'il y a regret, ce serait ça. Et j'essaie d'y remédier pour me dire que voilà, quand je serai plus vieille, bah, je serai entourée de ma famille. Et puis, au pire, j'irai au bled. Je paierai quelqu'un qui s'occupera de moi. Et voilà, enfin, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et souvent, le regret aussi, ce truc de ne pas mourir seul, bah, j'ai envie de dire, les parents, quand ils nous disent « Ouais, il faut que tu sois là pour moi jusqu'à la fin. Je me suis occupée de vous, donc c'est à vous de prendre le relais. » Oui, c'est totalement vrai. Moi, j'abandonnerai jamais mes parents. C'est pas du tout dans mes plans. Et je pense que, de toute façon, ils me tueraient avant que je puisse le faire. mais je pense que non, il y a vraiment un amalgame qui est là entre cette fameuse culture africaine qui est de s'occuper de ses aînés, etc. Si c'est vrai, je pense que je trouverai toujours quelqu'un qui s'occupera de moi, en fait, quand je serai plus âgée. La notion de il faut tout un village pour éduquer un enfant, il faut tout un village pour s'occuper des aînés aussi. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Il y aura toujours quelqu'un, à moins qu'on soit super aigri. Et je pense que même si on est aigri, même si on a des enfants, ils fuiront. Donc à un moment donné, voilà, il n'y a pas à avoir peur. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup de t'être livrée, parce que c'est vrai que c'est une question hyper personnelle, mais je me suis dit, je vais tenter de la poser, et au pire des cas, je me prendrai un râteau. Et pour évoquer ton podcast, Tant que je serai noire, c'est un beau clin d'œil à Maya Angelou, à l'un de ses ouvrages justement qui porte le même nom. Ouais. Je voulais te demander pourquoi tu avais choisi ce titre et quelle est cette symbolique-là qu'il y a derrière pour toi? Pourquoi avoir choisi ce titre-là pour un podcast qui est très intimiste? Ouais, c'est bien déjà que tu aies reconnu le titre. Beaucoup me disent, mais pourquoi Tant que je serai noire? Et ils n'ont pas la référence. Donc ouais, non, Maya Angelou, c'est mon autrice préférée. J'ai tous ses bouquins, j'adore ses poèmes et j'adore sa vie en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais j'aimerais trop être comme elle. Elle a eu 20 000 vies, elle a eu plein de métiers. Et pourtant, en termes de maternité, elle a un schéma qui est très particulier parce qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. C'était pas du tout voulu, c'était une histoire d'une nuit sans lendemain. Elle est tombée enceinte. Et en fait, moi, j'aime beaucoup l'histoire qu'elle a déjà tissée avec son fils. Parce qu'elle était plus limite comme une grande sœur. Et du coup, là, je me vois dessus. Enfin, je me dis, ça aurait pu être moi. Cette notion de transmettre, élever un enfant de manière indépendante, parce que son fils, au final, il a été élevé par sa maman, donc du coup par sa grand-mère. Et ouais, en fait, je me dis, cette femme, on était quand même dans des années où être une mère seule, noire, c'était fou, quoi. Et je me dis qu'elle a quand même réussi à en tourner ça de manière positive et à avoir une vie. Elle est restée une femme. Elle a quand même continué à faire ce qu'elle voulait. Elle a été chanteuse, elle a été actrice, activiste, militante. Elle a voyagé en Afrique. Elle s'est mariée à un Africain. Elle a eu 20 000 vies alors qu'elle avait un enfant avec elle. Et c'est quelqu'un qui avait ses convictions et qui, malgré tout, n'a pas regretté d'être mère. Parce que souvent, on a ce truc de je suis tombée enceinte, j'ai gardé l'enfant, mais je regrette en fait. Et elle a réussi à s'épanouir et à se créer son espace tout en étant maman. Et je trouve ça super beau. Et je me dis, si demain, je tombe accidentellement et que je le garde pour je ne sais quelle raison, j'aimerais avoir sa vie à elle, en fait. Et en fait, je trouve qu'elle a les facettes de toutes les femmes. Donc, quand elle fait ses trucs d'actrice, de militante, on dirait que c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Quand elle est avec son fils, c'est une maman. Et du coup, je trouve qu'elle est vraiment hybride, en fait. Et du coup, je trouvais qu'elle représentait bien l'esprit du podcast, qui est cette rencontre entre ce type de femme avec ou sans enfant. Totalement. Et du coup, ce que tu viens de me dire, ça
Ça m'a donné envie de te poser une autre question. Est-ce que tu penses que les femmes africaines et afrodescendantes devraient prendre exemple sur Maya Angelou? Parce que je fais un constat, c'est que souvent, au sein de notre communauté, parce que je veux parler vraiment de notre communauté, je ne peux pas me permettre de parler des autres, au sein de notre communauté, j'ai l'impression que quand on devient mère, on s'oublie soi. On oublie qu'on avait des rêves. On oublie déjà qu'on était une femme. On oublie qu'on avait des projets, qu'on avait des rêves. Est-ce que tu penses qu'on devrait remédier à ça? Est-ce que tu penses que, voilà, certes, on a nos enfants, il faut s'en occuper, mais il faut aussi ne pas s'oublier pour pouvoir justement être plus épanoui dans nos vies. Ah, clairement. Honnêtement, le conseil, pensez à vous, mes sœurs, parce que franchement, déjà, c'est bénéfique pour l'enfant et les enfants d'avoir une mère qui est épanouie, qui est là, qui, quand elle est avec vous, elle est là, plutôt qu'une mère qui subit, en fait. Et j'ai une bonne amie qui s'appelle Aurore, donc si elle nous écoute, qui, du coup... m'a parlé d'une chose et qui m'a beaucoup émue, c'est que du coup, elle a pas honte en fait de laisser son enfant et d'aller en vacances, par exemple, tout simplement, de laisser son enfant à sa sœur et de se dire, allez, je pars, je vais en vacances, je vais au Maroc, je vais en Afrique du Sud. Et en face, elle a des gens qui lui disent, mais tu peux pas faire ça, c'est quelle mère ça, enfin, tu peux pas, c'est impossible, en gros, t'as signé, quoi, tu peux pas partir. Et elle explique, en fait, j'ai besoin de moments à moi pour du coup me recentrer. Et quand je suis avec mes enfants, en fait, je suis à 100%. Je suis pas là à rêvasser, à me dire « Ah, mais j'aurais pu être là, purée, j'aurais pu faire ça. » Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est comme tout, en fait, comme dans un couple. Je pense que quand on est dans le couple et qu'on fait tout avec son mec, qu'on n'a pas ces moments à soi, c'est là que ça devient tendu, que du coup, dès qu'il y a un petit truc, ça part, voilà. Donc ouais, je pense que c'est vraiment très important pour son équilibre personnel d'avoir du temps pour soi. Et ouais, donc le conseil, c'est que vous soyez maman ou pas, parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont à fond dans le boulot, par exemple. Et pareil, en fait, si on met tout dans un seul sac, c'est pas bon. Vaut mieux éparpiller un petit peu et avoir un équilibre un peu partout pour avoir une vie saine, je pense. En tout cas, waouh, ça c'est the words of wisdom. Honnêtement, merci beaucoup pour ces très très bons mots de sagesse, honnêtement, qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Tipora, on arrive à la fin du podcast. Et du coup, je voulais te poser 2 dernières questions. La première, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast? Et la deuxième, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui nous suivent? Alors déjà, je tenais à te remercier pour l'invitation. Merci. Parce que je trouve que ce que tu fais est super important. C'est d'une utilité publique. Merci. Je pense qu'avoir un espace pour parler librement en fait, de sujets qu'on n'ose pas dire à ses proches ou en famille, c'est super important. Et en plus, ça permet aussi de débloquer, en fait, par exemple, moi, je pourrais montrer ton podcast à ma mère, tu vois, sur certains sujets. Se dire voilà, tu vois, je suis pas folle, regarde, il y a un tel qui dit ça. Enfin, je pense que libérer la parole comme tu pousses les gens à le faire, ça permet à des gens qui sont tout seuls chez eux, qui doutent, qui se disent est-ce que je suis folle, est-ce que mes pensées à moi elles sont bizarres, de se dire non, en fait il y a d'autres personnes qui pensent comme moi et ça crée aussi, comme tu l'as dit au début, une manière de penser autrement, tu vois. Ça pousse à réfléchir et de pas être dans la réaction, tu vois. Et je pense qu'on avait besoin, après nos parents n'ont pas eu le temps de faire ça parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Et puis ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. C'est ça, exactement. Ils avaient d'autres priorités et c'est tout à fait normal. Mais nous, on a cette chance de pouvoir prendre du recul et de se dire, ouais, en fait, telle thématique, ok. Les pour et les contre, tu vois, et d'avancer, en fait. Je pense que si on veut avancer, et même pour les générations futures, il faut des gens comme toi qui donnent la voix, qui donnent la parole, qui ouvrent la voie. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté avec joie de participer à ton podcast. Et si j'ai un dernier mot, ce serait vivez votre vie selon vos choix. Certes, écoutez vos aînés parce qu'on a été éduqués comme ça, hein. Je dis pas qu'il faut faire la rebelle et je veux pas de problème. mais vraiment écoutez-vous, prenez le temps aussi de vous connaître, quitte à passer par une thérapie. Je pense que ça c'est super important, on le dit pas assez, mais je pense que l'enfant africain, tu vois, il passe de enfant à adulte aussi. Moi, l'adolescence, je l'ai vécu à travers mes amis.
J'ai pas eu cette période où j'ai eu le temps de faire n'importe quoi, de me perdre, etc. Je devais être droite tout le temps. Et je pense qu'une thérapie, ça permet aussi de prendre du recul et se dire qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Donc voilà, pro-choix et vivez votre vie. Merci beaucoup en tout cas Tsipora, pour cette belle conclusion honnêtement qui résume vraiment tout ce qu'on s'est dit. Honnêtement, c'est un très bel encouragement en tout cas pour toutes les personnes qui nous écoutent. Merci encore d'avoir accepté. Merci à toi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine.